En fait, on avait une troisième associée avant que Emmanuel Petri nous rejoigne, qui s'appelle Cydélia Guerrao, qui est aussi scénariste et qui à l'époque faisait de la magie, et qui est venu nous voir avec Jean-Baptiste en nous disant il y a ce personnage juste incroyable qui s'appelle Houdini, et en gros personne ne fait rien fait dessus. Et très très vite, en fait, je me suis mis à dessiner dessus, sur ses idées, et on s'est rendu compte à quel point ce personnage était riche, à quel point il avait un passé fort, et puis surtout, ce qui était intéressant, c'est que sur la magie de l'illusion, c'est-à-dire pas la magie à la Harry Potter avec une baguette, il n'y avait rien. Il n'y avait rien qui n'avait été fait. Et puis, par la suite, Cydélia nous a quittés, et on a décidé de continuer à développer le projet avec Francis Launay et François Turquetti, qu'on a développé en série en espérant pouvoir faire la série. Ça s'est transformé avec le temps et puis les rencontres avec les diffuseurs en spécial télé. Ce qui était, il faut en fait remonter un petit peu dans l'idée du projet pour comprendre pourquoi on a pris ce style graphique. En fait, à l'époque, avec Jean-Baptiste Verny, on avait envie de développer un projet transmédia. On avait envie de développer un gros projet transmédia. Et ce qui nous semblait intéressant avec Houdini, c'est qu'au-delà juste de l'aspect série, télé, film ou quoi que ce soit, il y avait quelque chose de super intéressant à faire en termes de jeu, que ce soit jeu réel ou jeu vidéo. Et on s'est dit, tiens, sur tablette, sur iPhone, il n'y a pas d'équivalent au professeur Layton. Et le professeur Layton, pour moi, était une super référence parce que le professeur Layton était déjà une énorme référence à tout le travail qui était fait sur le Sherlock Holmes de Miyazaki, tout ce genre d'univers-là. Et donc, en fait, tout s'est connecté assez facilement. On voulait essayer de faire une espèce de professeur Layton à la française. Et puis, bah, moi, avec ce que j'aime faire, avec tout ce qui touche de près ou de loin l'univers de Miyazaki, et particulièrement Sherlock Holmes, parce que c'est aussi Sherlock Holmes qu'on avait en tête quand, euh, quand on a commencé à travailler, le style s'est mis en place assez facilement. Et puis après, on est rentré dans des discussions un petit peu plus de pinaillage sur le personnage. Est-ce qu'on lui met une mèche? Est-ce qu'on lui met pas de mèche? Est-ce que les personnages vont s'identifier à lui, pas s'identifier à lui? Moi, je disais, bah, un personnage avec une mèche, Albator, il a une mèche et c'est génial. Pourquoi on ne mettrait pas une mèche au personnage? Après, donc l'univers graphique autour des personnages s'est mis en place clairement autour de l'influence que moi j'ai au quotidien par l'animation japonaise. Euh, Ensuite, euh, le travail de décor, lui, je savais que je voulais quelque chose de peint. J'avais pour le coup plus en tête une approche de la peinture américaine. Et c'est le directeur artistique des décors, Patricio, en discutant avec lui, en se montrant nos références communes, il a dit tiens, bah voilà, il faut aller sur la piste de Edward Hopper. Et du coup, on s'est dit allez, on va faire des décors peints à la Edward Hopper. Donc des choses très très lâchées qui sont à la limite de l'impressionnisme parce que si on regarde les décors de loin, on voit un beau décor. Quand on regarde de près, on se rend compte qu'il y a plein de traces de pinceaux dans tous les sens. Et en fait, en mettant les deux ensemble, on s'est rendu compte aussi que chacun gardait son identité. Les décors avec toute leur force, on les voyait bien, et en même temps, les personnages avec une stylistique beaucoup plus simple, beaucoup plus épurée, un peu à la japonaise, redigée à la française, donnaient quelque chose qui se détachait bien et qui rendait l'ensemble assez cohérent. En fait. Bah, le challenge principal, c'était comment faire quelque chose de super bien avec des moyens limités. Parce que, encore une fois, un spécial télé, c'est quasiment faire un long métrage, mais avec beaucoup moins d'argent. Donc, on a fait une coproduction entre guillemets assez classique, hein, avec plusieurs studios en fonction des partenaires financiers. Donc, il y avait un partenaire belge qui s'appelle Walking the Dog, qui avait pour charge de travailler sur les décors.
on avait Angoulême avec 2 minutes, qui était notre coproducteur, qui s'occupait des poses clés rough et du compositing. Et le clean de l'animation et la mise en couleur se faisait en Chine. Donc c'était, voilà, je dirais le plus fastidieux, c'était principalement le respect des modèles 2D, comme on a souvent dans les productions 2D. C'est pas, chaque animateur va mettre sa patte, c'est ce qui fait aussi la force des projets 2D. On le voit très bien sur les nombreux films d'animation japonais. On voit très bien que les personnages changent en fonction de l'animateur, mais c'est ce qui fait sa force. Là, pour le coup, moi, j'ai eu plus de mal parce que je ressentais trop de différences parfois dans mes personnages entre les plans. Et en fait, j'ai dû être vigilant vis-à-vis de ça parce que le problème, c'est que si on gardait toute l'animation en France, euh, on aurait pu calmer cette différence en fonction des étapes de travail. Ça n'aurait pas été un problème parce que l'animateur aurait porté son plan, chacun de ses plans jusqu'au bout. Là, ça partait vers la Chine. Donc il allait avoir à nouveau un retravail derrière qui allait se faire déjà au niveau du clean, d'animation, et au niveau des intervalles. On allait réamollir le dessin, on allait reperdre encore le modèle. Donc en fait, le moindre petit problème qui se présentait en France allait être multiplié par je sais pas combien à l'arrivée en Chine. Donc ça a été pour moi ce qui a été le plus problématique. Après, moi je suis très... pour moi, 90% du film se fait à l'étape du compositing. Le travail de lumière, d'ambiance, de profondeur d'image, de chaleur, enfin, voilà, tout ce qui fait la force du film se passe au compositing. Et il a fallu un petit temps, quand même, d'aller-retour avec 2 minutes pour réussir à trouver la bonne direction, savoir jusqu'à quel point il fallait que je leur fournisse des références plus ou moins précises. Et maintenant, enfin, on le savait, mais on essaye toujours de voir si on peut, si c'est nécessaire d'envoyer beaucoup de choses. Maintenant, on sait que plus on envoie d'éléments précis, concrets, avec même des éléments qui sont directement dans le logiciel, dans After Effects, dans lequel on a fait le compositing, bah, plus on est précis sur ça, moins on a de surprises après au compositing. Donc on a eu une période de rodage qui représenterait, je dirais, un tiers du film quand même, où, sans se tirer les cheveux, parce que bon, c'était pas... le compositing de base était tout à fait correct, mais on n'était pas à la qualité qu'on visait. Et j'ai dû d'ailleurs aussi, malgré tout, faire des compromis sur la qualité. Mais à l'arrivée, on a réussi à obtenir une image qui me convenait parfaitement. Qu'est-ce que je peux en dire? Eh ben, je vais commencer par le deuxième, parce que ça va me permettre d'expliquer le premier. Ben, en fait, Didier Brunner était venu me voir à Annecy cet été pour me proposer de réaliser, non pas la série, mais la collection, donc 26 épisodes de 12 minutes sur Ernest et Célestine. Il voulait travailler dans la continuité du film, garder l'essence, la finesse, la poésie du film et la comédie. Et voilà, donc il m'a proposé, et moi j'ai dit oui, évidemment, quoi. J'ai envie d'y aller, et bon, le fait est que c'est très récent, puisque je- la nouvelle est depuis lundi dernier, mais j'ai quitté le projet, parce que euh, on a eu la très bonne nouvelle de savoir qu'on avait l'aide de développement sur mon projet Travel to Mama, et que du coup on avait aussi pas forcément la possibilité de travailler sur Ernest et Célestine comme j'aurais voulu, c'est-à-dire travailler avec Folivalent, la société Didier Brunner, et dans Lelou, la mienne, de sorte à que je puisse complètement être encore dans ma société et gérer de front enfin, mes deux activités. Et donc, bon, on n'a pas réussi à se mettre d'accord là-dessus, c'est dommage, parce qu'on a tous adoré travailler ensemble et qu'on est déçus de ne pas aller ensemble sur la série. Mais en même temps, c'est une déception qui est compensée par le plaisir de pouvoir se remettre à plein temps sur Travel to Mama. Donc en fait, là, avec encore mes acolytes Francis Launay et François Turchetti qui ont écrit Houdini, on repart à l'aventure sur Travel to Mama. On a pour objectif d'avoir un traitement ou un séquencier, je ne sais plus. Soufflez-moi à l'oreille pour Annecy. Un séquencier, voilà, un séquencier du film, pour pouvoir commencer à le présenter plus concrètement à Annecy. Et
de septembre jusqu'à janvier-février, je vais travailler sur du redéveloppement et sur, euh, et sur le teaser, surtout parce qu'on a pour objectif d'aller au Cartoon Movie de mars 2016, avec un nouveau teaser pour montrer voilà, que on est à fond sur Travel to Mama. Donc en fait, la décision d'arrêter Ernest et Célestine, c'est aussi pour me mettre pleinement sur le projet, essayer vraiment voilà, de donner le maximum pour pas regretter en fait simplement et se donner les moyens d'y arriver. On a en faisant ce choix aussi d'arrêter Ernest et Célestine, ça nous a aussi regonflé à bloc hein, parce que on a réfléchi au projet et ce qu'on avait vraiment envie de faire, autant dans l'histoire qu'on veut raconter de ce petit garçon qui rencontre une mamie qui est en fait une braqueuse et qui va traverser le pays alors que les parents de ce petit garçon le recherchent, il a fugué en fait. En fait, ça va être l'histoire d'une vieille dame qui est une braqueuse qui a perdu sa famille parce qu'elle est une braqueuse, et l'histoire d'un garçon qui s'enfuit parce qu'il en a marre de ses parents, qui sont en train de divorcer, il fugue. Et c'est comment ces deux personnages-là vont apprendre à se découvrir et à se rendre compte aussi à travers leur quête que leur famille est très importante à leurs yeux. Quoi. Donc ça va être un film qui va être très très fun. Vraiment, on a envie de faire une espèce de road movie bigarré avec des personnages en couleur à la pirate de Porco Rosso. Enfin, ça va être un film fun. On a envie que ça soit fun, on a envie que ça soit bien croustillant, que ça soit les meilleurs souvenirs d'été familiaux qu'on puisse avoir. C'est un peu comme un Little Miss Sunshine, c'est un peu dans cet esprit-là. Et ça, c'est plus pour le fond. Et pour la forme, on est en train, toujours dans la continuité de ce qui a été développé visuellement, on a envie de travailler toujours dans cet esprit d'aquarelle, un peu des personnages un peu japonisants, mais on est en train de réfléchir à la technique. Est-ce qu'on reste en 2D? Est-ce qu'on reste en 3D? Si on va en 3D, quelle va être la valeur ajoutée artistique du projet? Moi, j'ai pas envie d'aller en 3D juste pour faire de la 3D. J'ai envie de tester des choses et c'est extrêmement motivant de se dire on a envie de créer une signature. On ne sait pas encore comment on va faire réellement, mais on a des idées. Voilà. Alors, Père de Babouche, c'est marrant que tu dis c'est un projet parce qu'en fait, euh, c'est tellement improvisé que pour moi, c'en est pas un. Mais effectivement, là, le petit livre qu'on a fait, qui était au départ que pour la famille, on en a vendu quelques-uns, donc c'était assez sympa. Oui, juste pour situer, Père de Babouche, donc je dessine avec ma fille qui a 4 ans, et on fait des dessins à quatre mains, et ça donne des choses assez rigolotes. Non, ce qui est intéressant avec Père de Babouche, c'est que ça me permet de désapprendre ce que j'ai appris en tant que graphiste. C'est-à-dire que Nora, elle n'a pas de notion de ce qui est bien, de ce qui n'est pas bien. Enfin, elle commence à savoir ce qui est censé être beau et pas beau, mais du coup, on travaille la couleur, le trait, sans se soucier de tout ça. Et du coup, moi, je prends plaisir à faire des choses sans me soucier de savoir si est-ce que l'image fonctionne professionnellement parlant, esthétiquement parlant. On essaie des trucs et ça donne des choses hyper rigolotes. Après, je veux justement pas rentrer dans l'idée que c'est un projet, parce que ça voudrait dire que quelque part, quand on dit projet, on dit contrainte. Et pour l'instant, ça reste un plaisir. Là, pour preuve, c'est une page Facebook, hein, euh, et, euh, et ça fait longtemps qu'on n'a pas posté, tout simplement parce que je veux pas rentrer dans le truc du père dessinateur qui dit à sa fille, tiens, ce week-end on n'a pas dessiné, tu viens avec moi, on dessine, et hop, prendre automatiquement des photos pour poster sur Facebook. J'ai eu peur un moment, moi, de rentrer là-dedans, et finalement, c'est le projet, en fait, s'il y a projet Père de Babouche, il dépend que de ma fille. Elle a envie de dessiner, on dessine. Elle n'a pas envie, on fait rien. Si la page doit péricliter et se fermer, elle se fermera. Si par contre, avec le temps, elle a envie de continuer en grandissant, peut-être qu'elle va. Là en ce moment, elle dessine un peu moins, mais elle continue à faire des trucs sympas. Peut-être on y reviendra. Après, le fait est que c'est aussi une grosse consommatrice d'animation. Euh, Au grand dam de sa mère qui au départ voulait pas qu'on mette trop de dessins animés, mais elle adore ça. En plus, on la nourrit de films que je pense voilà, qui sont bien pour son âge, hein, des voisins Totoro, des anciens Disney comme Belle Dormant, Cendrillon, les vieux Mickey en noir et blanc, la petite taupe, euh, qui sont voilà, des films qui ont encore des messages très très forts et qui sont finalement intemporels. Hein. Et pourtant, ce sont des séries d'animation qui sont des années 70-80, je dirais.
Après, bah, c'est difficile de pas d'esquiver les films plus modernes. Pas de notre Fame, mais des centres de loisirs ou des autres enfants qui parlent de la Reine des Neiges, de ces choses-là. Bon, elle est fan de la Reine des Neiges, voilà. C'est pas pourtant pas son préféré, loin de là. Bah oui, je sais, je suis désolé, ma fille a vu la Reine des Neiges. Et qui est loin d'être le plus mauvais Disney en plus, donc ça va, je m'y suis fait, je m'y suis fait. Mais on essaye de la protéger plutôt des. Enfin, moi, j'essaye plutôt de la protéger de ce qui se passe, des séries télé, honnêtement. Le seul moment où elle va regarder des séries télé, c'est chez ses grands-mères, en gros. Elle va se retrouver à regarder la télé. Mais après, je dis pas que je suis contre la télé pour les enfants, au contraire, je trouve qu'il y a plein de très bonnes choses. Une série comme Mook, par exemple, je trouve que c'est une série qui est assez rafraîchissante pour les enfants. Une série comme comment ça s'appelle Minilou, je trouve ça assez rigolo, c'est pour les enfants, c'est des messages qui sont simples, c'est pas niais, c'est pas débilisant, si je peux dire ça comme ça. Mais bon, moi en tant que réalisateur, c'est pas forcément simple de la mettre devant la télé parce que c'est pas forcément les messages que moi j'ai envie de partager avec elle. Et finalement, c'est une très bonne chose. Moi, je trouve qu'on n'est pas à la télé à la maison parce qu'on peut très bien lui montrer ce qu'on a envie de lui montrer. Euh, et, euh, et je trouve que l'éducation à l'image par l'animation est plus qualitative si on passe par le long métrage que par la série. Voilà. En fait, quand on m'a proposé le chant du cygne, c'était quoi? C'est il y a bientôt 2 ans et demi. C'est Xavier Dorizon, donc le scénariste, avec qui j'enseignais à l'école Émile Cole. Euh, il m'a proposé ce scénario sans que je sache qu'en fait m'avait déjà proposé aux éditions du Lombard. Donc à l'époque, on était en plein développement sur Houdini et j'avoue qu'à ce moment-là, euh, j'avais envie d'essayer d'autres choses aussi. Donc quand on m'a proposé ce projet-là, j'étais dans une situation où j'avais envie d'essayer de nouvelles choses. J'avais une bande dessinée proposée par un grand scénariste de la bande dessinée française, un gros éditeur avec le Lombard, la collection signée, donc je ne pouvais pas dire non, donc je suis allé dessus. Je me voyais pas dire non, j'avais envie d'y aller. Et surtout le sujet, sur la Première Guerre mondiale, je m'étais dit que si je devais faire de la bande dessinée, je commencerais par quelque chose sur lequel je ne serais pas attendu. C'est-à-dire, les gens qui me connaissent dans le milieu de l'animation, si je leur dis je fais une BD sur la Première Guerre mondiale, la plupart ils ont fait des grands yeux en me disant mais qu'est-ce que tu vas faire là-dedans? Et c'est ça que je trouvais rigolo, justement, de m'embarquer dans une histoire comme ça. Après, j'avais aussi finalement peu de temps parce que quand j'ai signé le projet, on a signé le spécial d'Houdini en même temps. Donc je faisais 3 jours animation sur Houdini, 2 jours BD par semaine. Donc j'ai jonglé entre les deux pendant 1 an et demi. Et en fait, c'en est devenu grisant parce que je me suis rendu compte à quel point l'animation nourrissait mon travail en bande dessinée et inversement. Je me suis jamais considéré comme un grand dessinateur de personnages, j'ai jamais trouvé que j'étais bon. Et la bande dessinée m'a confronté à ça, m'a amené à me poser des questions sur mes capacités de dessinateur de personnages. Alors quand on a 20-30 poilus à dessiner par planche, on est obligé de se confronter à ces problèmes. En ça, la BD, moi, m'a permis de m'améliorer en tant que dessinateur. Euh, et, en, et, et en même temps, l'animation m'a permis de mettre en scène la bande dessinée. C'est-à-dire que je pense que j'aurais pas été capable de faire le chant du cygne tel que je l'ai fait si j'avais pas cette expérience de réalisateur dans le dessin animé à côté. Et maintenant, que ce soit pour le chant du cygne ou même pour les autres projets, parce que là, je vais commencer en janvier 2016, j'ai signé une nouvelle BD encore avec les éditions de Lombard, une BD qui va s'appeler Mitsuo, qui graphiquement va plus être dans l'esprit, enfin ça va être beaucoup plus moderne, donc on est plus dans un univers un peu bigarré à la mer béton, on va dire, mais toujours dans le style graphique, dans mon style graphique, en couleur directe, à l'aquarelle. Euh, et là encore, je me confrontais à un autre problème, c'est-à-dire
j'aime pas tellement dessiner des personnages féminins, et là je vais pas avoir le choix, donc je vais devoir dessiner des personnages féminins. Donc c'est un beau challenge, et encore une fois, le travail que je vais faire sur cet album-là va alimenter mon travail, je pense, sur Travel to Mama, va m'aider à avancer sur le développement de Travel to Mama, et également sur un court-métrage, un nouveau court-métrage que je fais, donc ça va faire quand même 10 ans depuis Mago, donc il était temps aussi que je me lance dans un nouveau court-métrage. Et, et l'idée de ce court-métrage qui va s'appeler Rose Galet, c'est qu'on va l'utiliser comme laboratoire expérimental pour faire des recherches graphiques, techniques, narratives pour aller vers Travel to Mama après. Et en fait, tout est lié maintenant. C'est-à-dire que souvent, quand j'étais en dédicace pour le chant du cygne, on me dit qu'est-ce que vous préférez maintenant, l'animation ou la bande dessinée. Et moi, je leur dis, bah maintenant, je ne peux plus choisir. En fait, j'aime les deux. J'ai besoin des deux. Après, pas forcément la même quantité au même moment. Mais par exemple, quand Didier Brunner est venu me voir pour un SSC, je lui dis, Didier, d'accord, j'ai envie de travailler avec vous, j'ai envie de faire ce projet. Mais il y a une condition, c'est qu'il me faut 1 à 2 jours par semaine pour faire de la BD. Parce que réellement, la BD me soulage, entre guillemets, du travail de l'animation, au bout d'un moment, hein, bien sûr. Et inversement, l'animation m'aère du travail de bande dessinée. En fait, je m'auto-alimente avec ça. Enfin, je m'auto-motive en passant de l'un à l'autre en permanence, et c'est assez génial. Alors ça fait peur à ma femme parce que je fais beaucoup de trucs en même temps, sans compter les projets en illustration. Voilà, j'ai plein de trucs en même temps, j'enseigne un petit peu à droite à gauche. Mais en même temps, je crois bien que je m'emmerderais si je faisais pas tout ça. Donc voilà. Donc, moi, je suis Francis Launay, la moitié de Francis et François, avec mon co-auteur qui s'appelle François Turchetti. Et on écrit ensemble depuis, je dirais, une dizaine d'années, beaucoup de l'animation. Et on a eu de la chance de rencontrer Cédric et Jean-Baptiste assez vite. Enfin, Jean-Baptiste, on le connaissait déjà d'avant, mais qui nous a présenté Cédric. Et puis que ça se passe bien, qu'on était séduit par les dessins de Cédric. On espère qu'il a été séduit par notre écriture, par notre manière de travailler du moins. Et voilà, on pense qu'on a une équipe qui marche bien, et c'est assez plaisant, quoi. C'est un projet, voilà, très 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 collaboratif au niveau de l'écriture, parce qu'en fait nous, on a été appelés en fait une fois que enfin, le projet il avait été développé au début par Cédelia Guirao, qui était donc une des associées de la société. Et donc elle avait déjà développé, il y avait des dessins qui avaient été faits par Cédric, il y avait des personnages qui avaient commencé à être développés. Un début d'univers, et nous là-dessus il a fallu très vite qu'on raconte une histoire en fait, parce que c'était plus une série, ça devenait un spécial télé. Il fallait raconter une histoire en 50 minutes avec toute cette base là. On a longtemps réfléchi avec toute l'équipe en fait à savoir qu'est-ce qu'on voulait faire exactement. Est-ce qu'on voulait faire quelque chose qui soit plus de l'aventure, quelque chose qui soit plus un peu éducatif, on va dire, autour de la magie, un truc plus une histoire autour du spectacle. Et puis au final, après pas mal de recherches, d'essais, d'erreurs, etc., on a réussi à se mettre d'accord sur le fait que ce qu'on voulait raconter essentiellement, c'était comment le petit Harry allait devenir le grand Houdini. Et donc, voilà, ça nous permettait de border le début, la fin du film. On démarre, c'est un petit garçon qui fait des petits tours de magie dans sa ferme, et on termine dans une salle de spectacle où il ferait son premier vrai spectacle de magie. Et puis, donc c'était vraiment là-dessus qu'on a travaillé avec François et avec un magicien, enfin un vrai magicien, pas un assistant, mais comment on appelle ça, un collaborateur en fait, magicien qui est venu nous conseiller en fait, nous expliquer déjà la magie, l'illusion, comment ça marche,
Et puis la manière de parler, la manière de bouger, la manière de penser aussi. Et du coup, dans le scénario, on a essayé de récupérer des petites astuces de magicien pour feinter, surprendre le spectateur. Et, euh, voilà, c'était donc la plus grosse part du travail était vraiment là-dessus. Et après, on avait des personnages aussi qui étaient très aventures. On avait Sinert qui existait, qu'on avait envie d'utiliser. Et du coup, on a greffé toute une part aussi aventure avec Sinert, avec la petite bande de voyous, de méchants. Et, euh, et cette envie, assez vite aussi, de faire voler la statue de la liberté. Tout ça mélangé, et on a tout recollé, et ça a fait le scénario que vous avez vu. C'est vraiment parti d'un script qui était quasiment fini, qui pouvait être utilisé en tant que tel, quoi. Après, là, on a eu la chance, comme on connaît bien à la fois Cédric et Jean-Baptiste. C'est-à-dire, en temps normal, le scénario serait passé entre les mains du producteur, du réalisateur. Nous, on n'aurait plus du tout été là, les scénaristes. Et là, comme on les connaît, et puis on a pu passer régulièrement, et on a eu la chance de pouvoir continuer à travailler avec eux. Et du coup, il y a notamment une scène, la scène où Harry vient voir, va rencontrer Tessa pour la première fois, et tu lui fais le petit tour avec les cookies, il fait le tour des cookies à Moll. Et par exemple, cette scène dans l'idée marchait, mais au niveau des dialogues, marchait pas du tout avec les dessins. Ça manquait de dialogue, ça manquait de vie. Et ça, ils nous ont montré l'animatique, et en fait, on s'est dit, ok, elle marche pas, parce que justement, ça manque de dialogue. Et on a réécrit sur place ici, je me souviens, en regardant les animatiques en même temps, et se faisant les voix avec François, en essayant de jouer un peu le truc. Et du coup, la scène, à mon avis, est devenue vraiment bien mieux que ce qu'elle était au départ, quoi. Et ça, on a pu le faire sur quelques scènes, et après, pas forcément pas sur tout, puisque les conditions, voilà, étaient un peu, il fallait aller très vite. Mais je pense que voilà, on a pu corriger du moins les principaux défauts qu'il y avait et qu'on ne pouvait pas forcément voir avant d'avoir toutes les images, etc.